Depuis que l'homme est capable de penser, il contemple les cieux et rêve de réussir un jour à voyager dans l'espace pour explorer la Lune et les planètes, ce qui l'a toujours fasciné. Les plus jeunes d'entre vous l'ignorent peut-être, mais la guerre des étoiles a commencé bien avant que George Lucas n'imagine la couleur du casque de Vador ou l'armure de Boba Fett. C'était dans les années 50, en pleine guerre froide. La rivalité intense entre les deux superpuissances russes et américaines a duré des années et elle a assuré un spectacle permanent. Action, espionnage, danger, scandale, prouesses techniques et découvertes majeures, tout y était. Pas étonnant que la conquête spatiale ait déchaîné autant de passion. Et elle aussi, elle a eu ses vedettes. Yuri Gagarin, Alexei Leonov, Khrouchtchev, Brejnev et la petite Laïka côté russe par exemple. Buzz Aldrin, Neil Armstrong, John Glenn et les présidents Eisenhower et Kennedy côté américain, pour n'en citer que quelques-uns. Après la chute de l'URSS et la fin de la guerre froide, les relations se sont apaisées. Américains, Russes et Européens se sont mis à travailler main dans la main pour œuvrer au développement d'un ordre mondial stable, vite rejoint par la Chine. Pendant 20 ans, la paix a régné sur le monde et de grandes découvertes techniques ont pu émerger d'une période de coopération et de prospérité commune, en particulier dans les domaines de l'énergie, des communications, de la robotique, de l'informatique et de la conquête spatiale. Et puis, en à peine 10 ans, tout a dérapé. Quand la Fédération de Russie s'est emparée de la petite presqu'île de Crimée en 2014, elle a rappelé à ses côtés l'armée des fantômes de la guerre froide. Depuis, les relations entre l'Alliance occidentale et le terrible chef suprême du Kremlin, Vladimir Poutine, se sont brisées et la compétition entre les forces des pays du Sud et l'Alliance de l'Occident a repris de plus belle, ravivée par la guerre en Ukraine et en particulier au-dessus de nos têtes. Pour ce deuxième épisode de la vraie guerre des étoiles, je vous propose en titre « Le réveil des forces de l'Empire du Sud ». Pas mal, hein ? Oui, j'ai bossé un peu. Le temps de vous résumer le premier épisode de la saga, et je vous explique ensuite ce qui s'est passé, car les choses ont énormément changé à tout point de vue. De nouveaux acteurs ont fait leur apparition, et les enjeux dépassent aujourd'hui le cadre de la simple exploration scientifique ou de la bataille d'images, puisque le monde est de nouveau en guerre. Dans cette vidéo, nous allons voir que les tensions géopolitiques actuelles dépassent largement l'épaisseur de notre atmosphère et se répandent dangereusement jusque dans l'espace, dans le plus grand silence. Alors installez-vous, n'oubliez pas le popcorn et le panaché, je vous garantis encore un chouette spectacle que je vous propose de suivre tout de suite en ma compagnie, juste le temps de vous faire passer un message de la part de l'équipe de Money Radar. Nous venons de lancer notre newsletter dédiée aux crypto-monnaies. Vous retrouverez chaque semaine le meilleur de la crypto et surtout les meilleures opportunités d'investissement dans le domaine. Et bonne nouvelle, elle est 100% gratuite, alors rendez-vous en description et ne tardez pas, on vous réserve une opportunité assez unique cette semaine. Il n'y a pas si longtemps, dans une galaxie pas si lointaine, deux superpuissances économiques et scientifiques se sont lancées dans une course pour la domination d'un nouveau territoire, le dernier à être encore totalement vierge et terriblement prometteur. L'espace. La frontière du monde connu. Un endroit froid et inhospitalier qui fait rêver l'humanité depuis la nuit des temps. Mais avant de pouvoir réaliser le rêve du philosophe Lucien de Samosate, de Jules Verne ou de Georges Méliès, il a fallu des siècles de travail, de progrès et de découvertes scientifiques majeures. La première guerre des étoiles a pu avoir lieu parce que le contexte y prêtait particulièrement bien. Et oui, quoi de mieux pour stimuler la recherche et mobiliser toutes les forces vives d'une industrie qu'une bonne guerre ? Après la Deuxième Guerre mondiale, qui a vu la victoire des Alliés contre l'Allemagne, dont l'URSS, les relations entre l'Occident et Moscou se sont rapidement dégradées. Les deux grands vainqueurs défendaient des idéologies opposées, capitalisme et libre entreprise d'un côté, communisme et interventionnisme de l'autre, ce qui n'a pas facilité les relations entre les pays d'Europe, qui s'est retrouvée coupée en deux après la défaite de l'Allemagne. À l'ouest, on a profité des largesses du plan Marshall pour la reconstruction, alors qu'à l'est, sous domination soviétique, le temps et le progrès se sont arrêtés dans les années 50, quand le rideau de fer s'est abattu, séparant les peuples. Pour prouver sa supériorité, chaque camp s'est d'abord lancé dans une course à l'armement. On s'équipe, on se menace, on s'espionne, on se toise. Il y a des crises, mais à chaque fois, le pire est évité. Et puisque la paix se maintient tant bien que mal, on recycle une flopée de grosses têtes savantes, animées par un fort sentiment patriotique, et qui ne demandent qu'à en découdre, et les tonnes de matériel et de savoir militaire accumulés depuis le début de la Deuxième Guerre mondiale.
Beaucoup de technologies militaires trouvent des applications civiles dans l'espace. Plusieurs lanceurs de satellites et de fusées des programmes civils sont basés sur des modèles de combat. On pense par exemple au lanceur R1 russe ou au Redstone américain, tous les deux basés sur la technologie du missile allemand V2. Le nouvel objectif, un endroit inexploré où la main de l'homme n'a jamais posé le pied, l'espace. Conquérir l'espace devient alors une priorité dans les deux camps. Il faut être le premier à réussir l'exploit de quitter l'atmosphère, d'envoyer des hommes dans l'espace, peut-être même sur la Lune, et d'en prendre le contrôle. Question de prestige. Et la première victoire est russe. Elle pèse presque 84 kilos, a vécu 3 mois et s'appelle Sputnik, ce qui signifie satellite en français. Sputnik a été le premier satellite artificiel lancé avec succès en orbite autour de notre bonne vieille planète. Nous sommes le 4 octobre 1957 et c'est le point de départ de la vraie guerre des étoiles. Et à peine quelques semaines plus tard, pendant que l'Occident écoute avec angoisse les bips russes venus de l'espace, une autre fusée décolle de Baïkonour au Kazakhstan, signe la deuxième victoire russe et emporte la petite chienne Laïka vers la mort. Laïka est le premier être vivant envoyé dans l'espace. Elle a parcouru plus de 100 millions de kilomètres avant de rentrer 5 mois plus tard, mais elle n'a survécu que 7 heures après le lancement et encore aujourd'hui, son sacrifice laisse un goût amer. De l'autre côté de l'océan Pacifique, pour répondre aux avancées russes, le président américain Eisenhower décide de doter son pays d'une agence civile destinée à la recherche et l'exploration spatiale. Il crée la NASA en 1958 avec un budget de départ de 100 millions de dollars, recrute l'ingénieur allemand Werner von Braun, concepteur du missile V2, pour exploiter les technologies nazies. Mais la victoire suivante est encore une fois remportée par la Russie et pas de chance, ça s'est joué à seulement quelques semaines. Le 12 avril 1961, il y a 63 ans, Youri Gagarin prenait la place de Laïka et devenait le premier homme dans l'espace. À peine un mois plus tard, Alan Shepard admirait la Terre depuis la capsule américaine Mercury. Stimulés par la compétition et les enjeux, les deux pays enregistrent des progrès extraordinaires. Les dirigeants se succèdent, Eisenhower est brièvement remplacé par Kennedy, puis par Johnson et Nixon, Khrouchtchev par Brejnev, et tous accélèrent le programme de développement. Sputnik 2, Telstar, Vostok, Mariner, Gemini, Luna, Apollo, Mir et Skylab. La bataille dure plus de 20 ans, au cours desquels on multiplie les lancements, on met au point des stations spatiales, on marche sur la Lune et on transforme l'espace en nouvel Eldorado. Il se peuple de satellites, militaires d'abord, bien pratiques pour surveiller la planète ou suivre des déplacements, puis civils. Les télécommunications en sont bouleversées, c'est l'ère de la télévision par satellite et des téléphones cellulaires. Sur Terre, une nouvelle économie apparaît et l'espace crée de nouvelles opportunités commerciales dans les domaines de l'imagerie satellite, du GPS, de la surveillance, des télécommunications sans fil, de l'informatique, de l'aéronautique et de la robotique. Mais la fête prend fin quand l'URSS à bout de souffle s'effondre sous le poids de ses erreurs politiques. La guerre froide vit ses dernières heures pour laisser la place à une nouvelle étape de la conquête spatiale, son abandon. Enfin presque. Disons que les tensions s'éloignant, Américains et Russes ont voulu profiter de cette période de détente, chacun de leur côté, et ils revoient leurs priorités en matière de dépenses gouvernementales. Aux États-Unis, le budget de la NASA a été divisé par 10 et plusieurs projets de missions habitées ou lunaires ont été abandonnés. C'est aussi l'heure de la coopération avec l'entrée en piste d'un troisième acteur, très en retard sur les deux autres, mais tout aussi motivé, l'Europe. Le symbole le plus fort de cette collaboration, c'est l'ISS, la Station spatiale internationale, fruit des efforts communs des États-Unis, du Canada, du Japon, de l'Europe et de la nouvelle Fédération de Russie, mais pas de la Chine, exclue à la demande des États-Unis. Le tout premier module de la station internationale, baptisé Zarya, est parti de Baïkonour en 1998. Il sera ensuite rapidement rejoint par le reste d'un gigantesque mécano expédié en plusieurs colis depuis les bases de Cap Kennedy, Tanegashima et Kourou. Pour celles et ceux qui se demandent pourquoi les gouvernements investissent dans la conquête de l'espace plutôt que de sauver le monde de la famine ou de la pollution, voici quelques réponses. C'est vrai, découvrir l'espace au départ ça coûte cher et ça ne rapporte pas d'argent, c'est un investissement, mais au crépuscule du XXe siècle, l'espace, c'est plus qu'une question de savoir, de puissance ou de prestige, c'est aussi l'avenir. Il ne s'agit plus de s'approprier de nouveaux territoires, comme des morceaux de la Lune ou de Mars, pour espérer comme Pékin, un jour peut-être, en exploiter les ressources. Elon Musk, le fantasque patron de SpaceX, a beau répéter qu'il mourra sur Mars. Il y a encore pas mal d'obstacles devant lui, et il a aussi d'autres gros projets dans lesquels il met autant d'ardeur et d'argent. L'espace, c'est la conquête du savoir, avec l'exploitation de supertélescopes comme James Webb ou le célébrissime Hubble, l'envoi de sondes aux confins de notre système solaire et l'utilisation d'engins d'observation devenus indispensables aux cartographes et aux prévisionnistes météo qui ont révolutionné nos connaissances.
Mais encore plus important, c'est un lieu éminemment stratégique, depuis qu'il s'est peuplé de près de 10 000 satellites de surveillance, de télécommunications, de géolocalisation et d'autres engins militaires ou civils. Depuis le lancement d'Early Bird en 1965 par les États-Unis, plusieurs milliers de tonnes d'électronique ont été expédiées au-dessus de nos têtes pour bouleverser nos vies et nos économies, et tout ça représente un marché estimé à 400 milliards de dollars cette année. En 2022, l'ensemble des dépenses spatiales publiques s'est élevé à 103 milliards de dollars, dont 60% rien qu'aux États-Unis, mais les budgets augmentent partout, en Chine, en Europe, au Japon, en Corée, en Inde, en Russie, en Australie, Arabie Saoudite ou même en Argentine. Et maintenant, arrêtons-nous 2 secondes et essayons d'imaginer ce qui se passerait si du jour au lendemain, pour une raison ou pour une autre, nos satellites s'arrêtaient de fonctionner. Si vous avez besoin de vous déplacer, vous penserez à vous munir d'une carte routière et à préparer soigneusement votre itinéraire la veille parce que votre GPS restera muet. N'oubliez pas d'emporter compas et boussole si vous devez prendre la mer et prévenez votre entourage de votre itinéraire. Et oui, même si la météo prévoit un temps calme, ensoleillé avec une légère brise, sans satellite, on ne sera rapidement plus sûr de rien. Il nous restera toujours les almanachs dont se servaient nos grands-parents pour cultiver leurs champs, mais avec un climat sans dessus-dessous comme en ce moment, pas sûr qu'il soit beaucoup plus précis. Bon, la vie sans GPS, SMS ou Internet serait plus compliquée, mais on pourrait survivre. Ce qui ne survivrait pas, en revanche, c'est l'économie mondiale. L'armée, les scientifiques et les médias ne sont pas les seuls à avoir développé une addiction aux objets volants identifiés. La planète finance aussi. Et une part importante des échanges, en particulier les flux financiers et les datas, passent par les réseaux satellites. Brusquement, plus de la moitié des flux financiers du monde seraient bloqués. La tuile. Vous ne pourrez pas payer l'article que vous venez de commander sur Amazon. Vous vous en remettrez. Mais pas Amazon, parce que la moitié de ses clients seront dans le même cas que vous. Le Trésor américain ne pourra pas honorer une échéance de 150 milliards de dollars, ce qui mettra ses créanciers dans une situation difficile. Et la Fed ne pourra pas intervenir parce que ses communications seront bloquées. La France ne pourra pas payer sa facture de gaz, ni le salaire de ses fonctionnaires. Tous les services bancaires en ligne seront bloqués pendant 1 jour ou 1 semaine ou plus, le temps de ressortir les fax et les téléx des placards. Mais en attendant, privés de notre argent, on fera quoi à la caisse de supermarché ou à la pompe à essence ? Enfin, sans nos satellites, nous ferions face à un gros problème de sécurité. Ils surveillent notre environnement et notre territoire, détectent les incendies et les catastrophes naturelles, mais aussi les intrusions hostiles. Sans eux, l'armée serait aveugle, dans l'incapacité la plus totale de détecter les menaces extérieures et de réagir aux situations d'urgence. Évidemment, pour que ce genre de scénario catastrophe se produise, il faudrait qu'un pays ait perdu l'ensemble de ses satellites, tous en même temps, et ce serait forcément le résultat d'un acte ciblé et malveillant. Dans la pratique, quand un satellite défaille, il est toujours possible de basculer sur un autre s'il y en a un à proximité et équipé pour les mêmes missions. C'est ce qui s'est passé par exemple quand le satellite de télécommunication Intelsat 29 est tombé en panne de propulsion en 2017. Pour ne pas perturber les activités terrestres, le flux de données a été réparti sur d'autres satellites de la flotte, mais s'il n'en reste plus aucun, évidemment, ça complique les choses. Maîtriser l'espace avec un grand E est une force pour n'importe quelle nation. Mais la dépendance est un effet secondaire dangereux qui pose de gros problèmes quand les relations internationales se tendent. Aujourd'hui, une flotte de satellites est une cible facile, et on l'a vu, sa disparition peut faire de gros dégâts, sans pour autant avoir besoin de verser une seule goutte de sang. En cas de conflit, ce seront probablement les premières infrastructures visées, et les récentes démonstrations de force dans la conception de missiles anti-satellites ne laissent aucun doute là-dessus. Oui, parce qu'un missile anti-satellite, comme son nom le précise bien, c'est destiné à détruire des satellites. Les intentions sont donc clairement affichées, et on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. 3 pays disposent de jouets de ce genre, les États-Unis, la Chine et la Russie. Et un 4e depuis mars 2019, l'Inde, qui se pose elle aussi en nation de l'espace, une fierté pour le ministre Narendra Modi, qui précise quand même qu'il ne vise personne en particulier. Les Chinois, eux, ne sont dans l'espace que depuis 2003. Les ambitions de Pékin étaient au départ scientifiques et mercantiles, puisqu'il s'agissait d'optimiser les déplacements sur Terre, de développer les communications et d'exploiter de nouvelles ressources naturelles. Mais l'escalade des tensions avec les États-Unis l'ont obligé à revoir sa copie et à entrer dans la course. Ce qui fait craindre le pire, c'est le dossier de Taïwan et l'échéance de 2025. Pour ceux qui n'ont pas tout suivi, 2025, c'est le dernier délai pour que Taïwan abandonne un statut politique hybride et rentre dans la Chine continentale. Xi Jinping le rappelle à chacun de ses discours du Nouvel An, Taïwan rentrera dans le rang, de gré ou de force, ce qui, dans le dernier cas, déclenchera l'intervention militaire des États-Unis, engagée à protéger l'île depuis 1979. Le 11 janvier 2007, la Chine a été la première à détruire un de ses satellites météo hors d'usage directement depuis la Terre.
En faisant ça, elle a prouvé que l'opération n'était pas très difficile pour elle et elle a au passage abandonné des milliers de débris qui perturbent le fonctionnement des autres satellites qui orbitent au même niveau et inspiré le film Gravity. 4 mois avant le début de la guerre en Ukraine, la Russie a réalisé la même démonstration en pulvérisant un de ses anciens satellites depuis le sol, une opération qu'elle avait déjà réalisée avec succès en 2015 sur un autre appareil, juste après l'annexion de la Crimée. Bien avant ça, en 2008, les États-Unis sont intervenus pour détruire l'un de leurs satellites espions en perdition et éviter que leur technologie ne tombe entre de mauvaises mains. Jusqu'à maintenant, les dispositifs anti-satellites ont surtout été utilisés dans des conditions particulières, dirigés contre des engins dont la destruction était programmée et volontaire, mais ça pourrait bientôt ne plus être le cas. En France, premier budget européen en recherche spatiale, pas de système anti-satellite, mais on parle de déployer des armes de défense embarquées pour protéger nos installations, tout en promettant de ne pas les utiliser. Ce serait contraire au traité de l'espace signé en 1967 par les membres de l'ONU et qui interdit sa militarisation. Mais selon les déclarations du Centre de planification de l'état-major des armées françaises au magazine Esprit Défense, le lieu serait pourtant déjà opérationnel. L'approche d'un satellite franco-italien par un engin d'espionnage russe l'a prouvé en 2017 et a déclenché une prise de conscience chez la plupart des autorités occidentales. L'année dernière, c'est donc tout neuf, les États-Unis ont doté leur armée d'une division militaire spatiale, rapidement imitée par la France, l'Allemagne ou encore l'Italie, qui créent tous des centres d'enseignement spécialisés pour former les soldats à la guerre des étoiles. Avec la dégradation du climat diplomatique et les changements dans les rapports de force entre pays occidentaux et pays dits du Sud, rassemblés autour des BRICS, de nombreux pays revoient leurs copies et les budgets augmentent. En Europe, l'ESA voit ses crédits bondir de 17% pour atteindre 16,9 milliards d'euros sur les 5 prochaines années, et l'Union européenne dispose aussi d'un budget de 13,2 milliards d'euros pour ses projets Copernicus, Galileo et la constellation Iris. Aux États-Unis, la NASA a obtenu 25,3 milliards de dollars en 2023. C'est presque 6% de plus que l'année dernière. En dépit du traité de 1967, la course à l'armement de l'espace est donc lancée. Dans le domaine, c'est la Chine qui se montre la plus enthousiaste. Pendant que l'ISS est progressivement abandonnée, la station spatiale chinoise, pleinement opérationnelle depuis l'année dernière, devrait doubler sa taille d'ici 5 ans et elle voit sa durée de vie prolongée de 10 à 15 ans. Pendant ce temps, elle ne va pas seulement servir qu'à l'étude ou au développement de la science, mais aussi de produits d'appel, puisque la Chine appelle les autres pays du monde à collaborer sur le projet, comme l'ISS en son temps. L'Europe a poliment refusé, mais les États-Unis ont évidemment prohibé toute coopération avec le Parti communiste chinois. C'est aussi de Chine que nous viennent les technologies les plus avancées. On n'en est pas encore au sabre laser. Néanmoins, les lasers spatiaux d'une portée de 1000 km, les canons à micro-ondes et les impulsions électromagnétiques, l'EMP de Matrix, sont déjà d'actualité. Et il y a encore un autre problème. L'espace a beau être vaste, la place commence à manquer. Avec en cause principalement les destructions sauvages et les abandons d'appareils hors usage, autant de millions de déchets qui nous tournent autour et peuvent rendre inutilisables de grandes portions du ciel. Ce ne sont pas les dizaines de projets de constellations de satellites composés de centaines, voire de milliers d'engins, comme le Starlink d'Elon Musk, l'Iris européen ou le Guowang chinois qui vont arranger la situation. Ça se bouscule déjà aux portes d'entrée et certains vont même jusqu'à envoyer leur matériel en orbite sans autorisation, comme les SpaceBee 1 à 4, membres d'une constellation de satellites lancée depuis l'Inde en 2018. Vous trouvez le billet pour assister au JO de Paris un peu cher ? Attendez de voir ce que ça va coûter pour accéder aux dernières places disponibles autour de la Terre. La bonne nouvelle, c'est que nettoyer notre ciel des débris qui l'encombrent va enfin devenir une étape obligatoire si on veut y faire un peu de place. Alors, avant que la situation ne dégénère, est-il possible de profiter, vous et moi, des promesses d'opportunités extraterrestres pour essayer d'améliorer l'ordinaire, ou pour les plus pessimistes, pourquoi pas, de se financer un abri anti-atomique ? Comparé à ce qu'il était à la fin de la guerre froide, le marché de l'espace s'est transformé en supernova. Il s'est libéralisé, il s'est privatisé. Il a entraîné l'apparition d'un microcosme grouillant de vie, composé de start-up et d'initiatives audacieuses dans des domaines de haute technologie sur lesquels il est tout à fait possible d'investir, quelle que soit la taille de votre budget. Les activités spatiales ont longtemps été réservées aux agences gouvernementales, mais les SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic, Lockheed Martin ou Thales sont venus bouleverser les codes de la conquête spatiale avec des budgets démentiels et une foule d'actionnaires fascinés qui les suivent aveuglément. Le marché est actuellement évalué à 400 milliards de dollars, dont 104 milliards d'argent public. Il devrait progresser en moyenne de 13,7% par an pendant au moins les 20 prochaines années pour atteindre 2 700 milliards de dollars en 2045, alors même qu'on ne prévoit
prévoyait que 6 à 8% de croissance par an en 2019. Ces prévisions ne sont donc pas figées. Si l'univers vous fascine, il existe 2 moyens de participer à la grande aventure de la conquête spatiale, en achetant des actions de sociétés du secteur ou bien un tracker qui reproduit les performances d'un panier d'actions spécialisé. 2 indices font actuellement référence, le MVIS Global Space Industry ESG, suivi par un ETF VanEck, et le S-Network Procure Space, suivi par un ETF de chez Han ETF. Ils sont composés respectivement de 25 et 33 des plus grosses sociétés spécialisées, de 52 et 66% d'Amérique, avec de grands noms comme Garmin, Rocket Labs ou Viasat. Mais attention, pour le moment, leurs performances sont loin d'être à la hauteur des attentes, puisque les 2 indices ont reculé de 8,98% et 9% l'année dernière. Et bien que du côté de la volatilité, ça se calme un peu, les valeurs spatiales aiment toujours autant quand ça monte et ça descend. Pour limiter le problème, vous connaissez la solution, n'investissez qu'à long terme. Notez aussi que les investisseurs éthiques soucieux de soutenir des secteurs responsables face aux enjeux environnementaux iront voir ailleurs. Je sais, c'est un peu dur dit comme ça, mais l'industrie spatiale n'est pas connue pour être la plus neutre en émissions polluantes, et si le sujet vous touche, mieux vaut le savoir. Enfin, on garde en tête que les développements en cours, aussi prometteurs qu'ils soient, dépendent aussi du maintien de la paix mondiale, et là, personne ne peut dire comment les choses vont évoluer. Et chez Money Radar, on n'a pas le budget de la mairie d'Agde pour s'offrir les services d'une bonne voyante. Mais on ne perd pas espoir, et pour garder le moral, pourquoi pas une petite séance ciné. Évidemment, je vous invite à aller voir ou revoir les prestations vertigineuses de Sandra Bullock et George Clooney dans Gravity. Confrontés à une volée de grenailles d'origine russe, ils passent une très mauvaise journée à 400 km d'altitude et 28 000 km/h. Le réalisme du film a été globalement salué par les professionnels de l'espace et je vous garantis 91 minutes encore plus intenses que notre vidéo intitulée « L'humanité au bord de l'anéantissement nucléaire » qu'on vous présentait en mai dernier. Gravity est disponible sur plusieurs plateformes de VOD, mais notre vidéo, elle, est accessible à tout moment et gratuitement. Je vous mets le lien juste sous la vidéo. Si vous avez aimé celle-là, pensez à cliquer sur j'aime et n'hésitez pas à ajouter vos infos pour compléter et nous dire tout ce que ça vous inspire dans les commentaires. Encore une fois, merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite sur Money Radar.